Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci Ramon pour ces propos d'une grande sagesse qui nous permettent de prendre un peu de hauteur et de recontextualiser parce que c'est vrai que le sujet est dense et il est intimement politique. Tu l'as dit, il questionne à la fois l'individu, son rapport à la propriété, mais aussi la structuration de nos sociétés. Merci Raoul pour l'organisation, merci Christophe, toi aussi maintenant tu es un crypto-député comme moi. Et donc, ça me fait plaisir d'être rejoint par des collègues à l'échelle de l'Union européenne, parce qu'il y en a d'autres qui travaillent sur ces questions. En 2017-2018, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'étais un peu seul. Et même si je suis toujours un peu seul dans les bancs sur l'Assemblée française, je trouve maintenant des collègues qui, dans les autres États membres, eh bien, travaillent sur cette question. Et je pense que c'est indispensable. J'espère que dans 10 ans, travailler sur la blockchain, en tout cas sur le Web 3.0, ça ne sera pas une exception, mais ce sera une généralité. En tout cas, je le souhaite. Moi, j'ai un rôle toujours un peu bizarre, notamment pour les maximalistes, parce que les maximalistes, pour ceux qui défendent Bitcoin, ils me trouvent sympa. Mais de l'autre côté, je suis un peu une bête curieuse parce que j'ai en charge de faire la régulation. Et la régulation dans un monde qui est né sur une entreprise totalement libertarienne, c'est toujours un gros mot. Et donc, je dois concilier un écosystème qui s'est mu sur une volonté en fait de transgresser, qui a voulu dépasser notamment une problématique qui était la crise de 2007, les subprimes, et une considération que à la fois la finance était devenue folle, que les banques centrales étaient plus tenues par les marchés et pas toujours tellement démocratiques, et puis que les politiques n'avaient pas pris les bonnes décisions au bon moment. Et face à ça, cette technologie, moi, j'ai toujours tendance à considérer qu'elle n'a pour autant pas de bord politique. C'est la beauté de cette technologie que vous pouvez tout en faire. Vous pouvez être libertarien comme l'évangile de Satoshi et vous pouvez être totalement souverainiste lorsque vous décidez en fait de créer un euro digital de banque centrale. C'est à peu près la vision que j'ai essayé de porter, en tout cas dans mon mandat en tant que député français. Et j'ai jamais voulu rompre avec un principe et qui me tient à cœur et que je pense que nous avions un peu rompu dans le cadre de MICA, qui est le principe de la neutralité technologique. Jamais, quand Internet s'est conçu, 95, 96, 97, nous avons jugé de savoir si SMTP, TCP/IP consommaient trop d'électricité pour transmettre de la donnée. Or, force est de constater que les grands débats qui ont structuré le règlement MICA au Parlement européen ont travaillé sur cette question de savoir si véritablement la consommation électrique de la proof of work était suffisamment, comment dirais-je, équilibrée, nécessaire par rapport à l'utilité sociale que pouvait représenter cette technologie. Et je pense que c'est une grande rupture, car le législateur, le régulateur, doit toujours travailler à ne pas réguler la technologie. Il doit réguler les usages fruits de la technologie, mais jamais réguler la technologie. Le politique ne doit pas décider du droit de citer d'une technologie par rapport à une autre. Et d'ailleurs, toutes les grandes erreurs dans l'humanité, c'est quand des politiques ou même des scientifiques, des experts ont décidé de savoir si une technologie avait le droit d'exister ou pas. Moi, je ne pense pas. Je crois profondément au progrès. Le progrès, il a plusieurs visages. Après, c'est aux politiques et aux citoyens de décider la nature de ce progrès. Mais c'est indispensable d'avoir un débat, non pas sur la techno, mais sur les usages. Et c'est ce que j'ai regretté avec MICA. On en parlera peut-être dans les questions, parce que je ne veux pas faire trop technique. Mais le vrai sujet de MICA, c'est de s'intéresser plutôt aux usages qui aujourd'hui n'existent pas, car on ne savait pas en 95-96 qu'avec un bout de plastique, quelques transistors, composants électroniques, on pouvait par exemple commander une voiture et que ça allait créer une rupture d'égalité entre une profession réglementée et des auto-entrepreneurs. Donc, il faut considérer aujourd'hui que le politique et le régulateur doivent être humbles vis-à-vis de cette technologie. C'est mon premier message. Le deuxième message, il est de dire cette technologie est un bouleversement dans le rapport à l'autre, dans la transmission de valeur, parce qu'il permet aujourd'hui de transmettre à la fois de la donnée, de la valeur, sans tiers. Et transposer un mécanisme, une régulation qui aujourd'hui, en fait, pesait sur un tiers centralisé, comme c'est peut-être le cas notamment dans les acteurs bancaires, sur une technologie qui désintermédie, ça n'a pas de sens. Et c'est ce que je vois avec MICA. Très souvent, nous voulons transposer une régulation qui est une régulation de tiers centralisée sur une technologie qui prône l'extrême décentralisation. Je ne suis pas pour la toute libéralisation. Je pense qu'il doit y avoir des garde-fous. En tant que député, moi, je considère que je représente aussi la défense de l'intérêt général. Je pense que
les superviseurs, les régulateurs, dans leur rôle de protéger le consommateur et l'investisseur, défendent aussi l'intérêt général. Après, la vraie question, c'est où est-ce que vous mettez le curseur, et il faut que ce soit choisi démocratiquement. Ce que je reproche d'ailleurs en termes politiques à la politique de la Banque centrale, et je l'ai vécu un peu dans ma chair parce que jamais en 5 ans à l'Assemblée nationale, nous n'avons parlé de la politique monétaire. Alors que la politique monétaire a une profonde implication et une profonde conséquence sur les politiques publiques, sur les politiques budgétaires. Et donc, on doit pouvoir, d'un point de vue politique, mais aussi citoyen, démocratique tout simplement, avoir un mot à dire sur la politique monétaire, notamment des banques centrales. Et c'est ce que je trouve très intéressant sur cette technologie. Il suffit juste de regarder les débats Twitter et comment la communauté se structure. C'était un sujet normalement de niche, de technicien, d'économiste, dirais-je, qui pour autant aujourd'hui est un sujet d'actualité, même dans la campagne présidentielle. Je le vois parce que certains candidats commencent à se poser la question de la politique monétaire, alors même qu'aucun de mes collègues députés pendant 5 ans à l'Assemblée nationale française ne s'est posé la question de savoir si la politique monétaire aujourd'hui, elle était bonne, elle était juste, elle était démocratique. Donc cette technologie, elle a plein d'avantages. Peut-être, avant de passer à un jeu de questions-réponses, pour ne pas faire un long monologue, vous dresser les 4 enjeux que je vois de cette technologie en général. Le premier enjeu, c'est un enjeu sur la question du financement de l'économie réelle. Certes, les plus pessimistes de la chose pourront dire « oui, mais aujourd'hui, la sphère des cryptos ne finance pas l'économie réelle ». Oui, c'est vrai, dans un certain sens, on peut considérer qu'il y a aujourd'hui un manque de passerelle entre la sphère des cryptoactifs, la finance des cryptos et la finance de l'économie réelle. Mais je suis persuadé que demain, la finance de marché ne sera pas simplement aujourd'hui dédiée aux grandes boîtes. Elle permettra de financer les TPE, les PME en ligne directe par des investissements de nos concitoyens dans des activités qui sont proches de chez eux. Et ça révolutionnera la conception du marché et la conception de l'investissement pour les particuliers, distribuant des produits qui sont aujourd'hui inaccessibles pour la majorité des personnes et surtout les moins riches d'entre nous. La deuxième chose, c'est la question bancaire. Je n'ai rien contre les banques. Force est de constater qu'il y a un lobby assez fort aujourd'hui bancaire pour que cette finance aujourd'hui n'arrive pas à éclore. Pourquoi? Mais parce que les banques d'aujourd'hui ne sont pas les banques de demain. On le voit, j'essaye d'alerter en permanence sur le fait que les grandes banques de demain sont notamment une partie des plateformes d'échange qui ont été listées, soit Coinbase, pour ne pas les citer, aux États-Unis, mais d'autres, Binance, que ce sera aujourd'hui ceux qui détermineront aussi le marché bancaire de demain. Il faut considérer que ces grands acteurs, ils sont en train de naître et ils ne sont pas en train de naître en Europe, et c'est un problème. Nous avons aujourd'hui en Europe une souveraineté monétaire et financière surtout et bancaire, et je regrette que l'Europe ne considère pas que ces nouveaux acteurs qui aujourd'hui sont peut-être structurellement plus faibles que les banques, ou qu'en tout cas que l'ensemble des banques, il faut forcer de constater quand même que Coinbase est plus gros qu'aujourd'hui la BNP ou d'autres banques françaises, eh bien, nous avons besoin de ces acteurs en Europe sur le territoire européen, car il n'y aura pas de régulation, il n'y aura pas de souveraineté si nous n'avons pas nos propres acteurs sur ce territoire. Un point sur ce sujet d'ailleurs, très souvent, en tant que législateur, on se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour être souverain vis-à-vis des acteurs de l'Internet, vis-à-vis des GAFA, etc. Mais on n'a jamais trouvé la recette miracle, mais on n'est pas souverain juste pas simplement parce qu'on n'a pas réussi à faire émerger finalement nos champions, parce que appliquer des règles sur un Internet qui est totalement libre, sans frontières, à d'autres acteurs qui sont américains, eux respectent la culture, la politique américaine et les normes américaines. Ils ne respecteront jamais la culture et les normes européennes parce qu'ils ne sont pas implantés sur leur territoire. Et donc, nous devons avoir nos propres acteurs. Et c'est à la fois la course à la souveraineté correspond aussi à la course à l'innovation. Et si nous n'arrivons pas à faire joindre les deux, il n'y aura jamais l'un sans l'autre. Le troisième point, c'est la question de la monnaie. Et je pense que Yorick en parlera mieux que moi sur le sujet. Mais Mika est d'ailleurs traversé par cette question-là. La monnaie est un enjeu de cette nouvelle technologie. Et la vraie question que nous devons répondre, c'est est-ce que la monnaie redevient finalement publique? Je ne dis pas aujourd'hui, comment dirais-je, je pense tout simplement finalement que la monnaie aujourd'hui n'est pas une monnaie qui est totalement publique, dans le sens où les décisions qui la dirigent, les décisions qui sont prises pour l'émettre ne sont pas totalement publiques, elles ne sont pas totalement démocratiques. Et donc, il faut aujourd'hui revoir les règles du jeu. Alors, on se pose la question dans le débat de savoir si, face
à des initiatives d'entreprises privées, Libra, Diem ou d'autres stablecoins privés, on devrait avoir un stablecoin public qui serait finalement l'euro digital, monnaie banque centrale. Il est urgent de trancher la question et ça doit être une question intimement politique. Est-ce que l'euro digital est un euro de gros? Est-ce que c'est un euro de retail? Est-ce qu'il est centralisé? Est-ce qu'il est décentralisé? Est-ce qu'il est privé? Est-ce qu'il est anonyme, pseudonyme? Ou est-ce que finalement l'État, la personne publique, connaît tout des transactions de ses concitoyens? Est-ce qu'il est tenu au sein d'une banque commerciale? Est-ce que la tenue de compte se fait au sein d'une banque commerciale ou est-ce qu'elle se fait au niveau d'une banque centrale? Tout ça, ce sont des questions aujourd'hui que la BCE doit répondre urgemment, car cela implique aussi des prises de décision pour le secteur privé. Je trouve que Mika, en la question, d'ailleurs, ne donne pas suffisamment de perspectives. On a une cryptosphère qui est aujourd'hui dominée par le dollar. Et le régulateur américain, et même le politique américain, bien compris la nécessité d'avoir un dollar hégémonique dans cette nouvelle sphère parce que c'est la finance de demain. Et donc, s'ils veulent encore avoir un dollar prééminent, eh ben, c'est très bien qu'il n'ait pas d'euro. Et je pense que nous sommes en train de perdre le terrain de la souveraineté. Le quatrième point, et je ferai bref, c'est la question de l'Internet de la valeur. Très souvent, on parle des NFT simplement sous l'angle des CryptoPunks ou des images qui seraient valorisées 1 million. Je dis toujours aux médias généralistes ou à mes collègues qui s'intéressaient, regardez ce qu'il y a derrière le NFT. Le NFT, c'est un standard. Ce qui est important, c'est le sous-jacent derrière, ce que vous pouvez faire. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous créez de la valeur, comment vous créez de l'unicité sur cette valeur dans un monde où tout est centralisé et où tout est copiable. Et donc, l'enjeu de la blockchain, l'enjeu des cryptos n'est pas simplement la question prudentielle, la question bancaire, la question financière, c'est aussi l'Internet de demain. Comment est-ce qu'on fait pour monétiser les données? Comment est-ce qu'on fait pour garder ses propres données et avoir une souveraineté sur ces données? Et au-delà de ça, vous en parlerez peut-être plus tard sur la question des DAO, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour reprendre aussi de la souveraineté personnelle dans le processus démocratique. Et je pense que les DAO seront un bel outil pour démocratiser un peu plus encore nos sociétés. Voilà, je vous remercie.